En préambule à ce petit moment ensemble, vous dire que tout cela est parti du projet Seeds of Taylor, dont vous avez peut-être entendu parler pour certains de manière très active, puisque certains d'entre vous sont même des porte-paroles de ce projet dans les régions, auprès des académies, des rectorats et même du ministère, et puis d'autres découvrent ce projet de Seeds of Taylor, où il s'agit d'animer des cercles d'enfants conteurs. Ce travail s'ancre à partir du travail de Suzy Platiel, qui a eu un terrain, c'est une ethnolinguiste, qui a fait un terrain au Burkina Faso chez les Sanans, d'où elle a observé la pratique de ces cercles d'enfants conteurs qui était une vraie école. C'est de la primaire à l'université, c'est l'école de tous les savoirs chez les Sanans. Et donc, elle en a retiré cette approche qu'elle a nommée cercle d'enfants conteurs. L'envie de mythes et mathématiques était une manière, après avoir ouvert et créé ces espaces de cercle conteurs, de prendre un temps de focus sur cette méthode et de l'ouvrir davantage dans ce lien entre les contes et les mathématiques. Pourquoi? Parce que dans la pratique de l'oralité et dans la pratique du conte, il y a immédiatement deux axes qui s'ouvrent et se mettent en œuvre. Le premier, c'est celui de la création d'un ailleurs, d'un espace de fiction qui n'est pas sans qui n'est pas sans entrer en dialogue avec les espaces de fiction que sont les mondes abstraits des mathématiques, abstraits et concrets, mais ce sont des mondes en dehors parfois de notre monde, et la partie oralité, c'est-à-dire que le fait qu'un récit soit porté par un être et une voix mobilise immédiatement nos représentations mentales. Alors, pour rentrer directement, parce qu'on a perdu un petit peu de temps avec cette introduction technique, je vais tout de suite te demander, Nathalie, euh, pourquoi tu as choisi de répondre à ce projet? Alors, pourquoi j'ai choisi de répondre à ce projet? Parce que, en tant que conteuse, déjà, j'étais très impliquée dans la diffusion du conte oral, comme je vous l'ai dit, comme outil de construction, de structuration de la parole et puis du vivre ensemble. Et j'avais donc, dans ce cadre-là, collaboré au premier projet européen porté par la Grande Oreille, Seeds of Tellers, sur la place du conte à l'école. Et donc, du coup, on avait balayé à ce moment-là tous les bienfaits du conte du point de vue du langage et du vivre ensemble. Et j'ai retrouvé beaucoup de points communs dans ce nouveau projet européen Mythes et Maths. Et ça m'intéressait de voir comment, en plus, ça faisait des arguments supplémentaires pour promouvoir le conte à l'école, en montrant que non seulement il favorisait tout ce qui était du domaine, on pourrait dire littéraire ou oralité, mais il permettait aussi de structurer la pensée mathématique. Et du coup, ça m'a intéressé d'aller voir de ce côté-là aussi. Quand tu parles de structurer justement la parole mathématique, euh, tout d'un coup, ça me revient à cette discussion qu'on a eue autour du héros des contes. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage? Alors en fait, ce que nous, on a pu voir depuis qu'on travaille sur ce projet, c'est que effectivement, le conte, il a un trait qui est, enfin deux traits principaux qu'il partage avec les mathématiques, c'est la logique et l'imagination. Et, euh, et en plus de ça, le conte, en tous les cas, le conte merveilleux, raconte des parcours de héros qui suivent un chemin sur lequel ils ont des embûches, qui doivent se montrer persévérants, pas se décourager, qui, à des moments, pour trouver une solution et continuer d'avancer, doivent faire un pas de côté. Et toutes ces compétences-là, tous ces savoir-être et savoir-faire, ils sont éminemment utiles dans la démarche mathématique.
Donc de Alors, raconter des histoires et de se représenter mentalement un héros capable de faire ça, on parie sur le fait que du coup, ça booste, ça valorise, ça développe ces compétences-là chez les enfants, chez les élèves. c'est vrai que d'être immergé à travers la parole d'une seule personne dans tous les personnages d'une histoire, dans tous les différents moments de l'histoire, il y a comme un petit muscle, un petit chewing-gum cognitif qui est mâchouillé et qui, du coup, bah, un peu plus qu'un chewing-gum, libère plus qu'un parfum, sème des graines. Et on peut retrouver cette liste de savoir-être d'ailleurs sur le site de Mythes et Maths, puisque ce sont des ingrédients qu'on a que l'équipe a choisi de mettre en équation avec les contes. Quand vous irez sur le site internet de Mythes et Maths, vous verrez dans la bibliothèque de contes bien sûr un classement par groupe d'âge. Vous verrez un classement par notion mathématique, mais ça, je laisserai les mathématiciens en parler quand ce sera leur tour. Et puis, deux aspects transversaux qui sont des savoir-être et des savoir-faire. Donc, là, tu parlais finalement, en parlant du héros, tu évoquais des savoir-être qui sont, par exemple, la confiance en soi, la gestion de l'erreur, l'optimisation, la pensée créative, la pensée critique, la persévérance, la prise de décision, la résolution de problèmes, la responsabilité partagée et la stratégie. Et pour ce qui concerne les listes de savoir-faire, qui est, elle, la liste qui est plus courte dans ce qu'on a proposé pour vraiment resserrer, et ces savoir-faire sont vraiment à cheval pour la plupart, entre des savoir-faire utiles aux mathématiques et des savoir-faire utiles pour le compte. Alors, calculer, bien sûr, c'est les mathématiques, mais rechercher, c'est une aptitude nécessaire dans tous les domaines de la vie. Communiquer, modéliser, planifier, raisonner, représenter. Et pour les mathématiques, le raisonnement multiplicatif. Alors, je voulais juste vous mentionner cette petite liste pour que vous puissiez aller explorer sur le site lui-même avec ces outils par la suite. Mais comment vous avez fait le choix? Comment vous avez organisé ce choix de compte? Est-ce que vous avez choisi des comptes qui parlent de mathématiques ou est-ce que vous avez, enfin voilà, parce il semble y avoir sur le site plusieurs catégories de récits. Alors d'abord, le choix, ça a été un choix collégial, c'est-à-dire que nous, Collectif Oralité Auvergne, donc on était le partenaire avec l'IREM, l'Institut de mathématiques, nous sommes les deux partenaires français du projet, puisqu'il y a aussi des Roumains et puis des Espagnols. Et nous, le collectif Oralité Auvergne, on était plus spécifiquement en charge de la bibliothèque de contes, même si on participe aussi aux autres axes du projet. Et donc, en charge de choisir à peu près 80 contes à proposer. Euh, donc, les contes nous ont été, nous on en a cherché, les Espagnols nous en ont proposé, les mathématiciens nous en ont proposé, les Roumains aussi, la grande oreille. Donc on avait un vaste panel. Euh, Comment choisir dans tout ça? Le premier, nous au niveau du collectif Oralité Auvergne, puisque nous étions chargés de faire le choix et le tri, au début on a d'abord pris les comptes où spontanément, sans être mathématiciens nous-mêmes, on y voyait assez facilement un contenu mathématique, des notions mathématiques. Parce qu'il parlait de nombres, parce qu'il parlait de mesures, parce qu'il parlait de géométrie. Voilà, ça a été le premier critère. Et puis, en discutant avec les mathématiciens, on a eu beaucoup d'échanges ensemble. On a élargi nos critères aux compétences dont on vient de parler, que tu as listées, Nathalie, c'est-à-dire toutes les compétences qu'on met à l'œuvre quand on a une démarche de mathématiques ou de résolution de problèmes à faire.
les savoir-être, les savoir-faire, comme le héros qui est capable de changer de stratégie, un conte où il y a beaucoup de déplacements, ce qui oblige à être capable de faire une cartographie, à se repérer dans l'espace, donc qui peut être bénéfique pour la géométrie. Donc on a élargi les contes avec ces contes qui avaient ce genre de contenu. Et puis on a aussi essayé de varier les types de récits. C'est-à-dire on a dans le corpus des contes facétieux, des contes merveilleux, des contes de sagesse, des contes de randonnée, euh, parce que le projet, il s'adresse à des enfants qui vont de 5 à 12 ans. La cible, c'est de la grande section à peu près jusqu'à la première année de collège, jusqu'à la sixième. Donc, on voulait avoir un panel de contes qui pouvait s'adresser à toutes ces tranches d'âge-là, même si c'est pas aussi fixe que ça déborde, hein. On sait très bien que un conte pour petits peut plaire à des grands et vice-versa. Mais du coup, on voulait varier les types de récits. On voulait aussi ne pas mettre que du conte, mais aussi mettre d'autres formes qu'on appelle les formes courtes de l'oralité, des devinettes, des énigmes, qui ont des vertus au niveau du décentrage, de la logique, de l'abstraction, etc. Euh, et puis, on voulait aussi éviter les redondances. Donc, on a eu des contes qui ont été proposés par différents partenaires, mais qui revenaient qui racontaient un peu la même histoire. Donc, ceux-là, on a choisi parmi ceux-là une qui nous plaisait. Et puis, le dernier critère, ça a été bah, de choisir dans les versions d'un même conte, celle qui nous paraissait la plus intéressante pour l'objectif de Mitémat, donc dans la démarche mathématique. Et tous ces critères-là qui nous ont permis de trier et d'arriver à ce corpus qui va continuer sûrement à s'enrichir par d'autres propositions, mais ce corpus d'à peu près 80 récits. Merci beaucoup. On peut rajouter, enfin spécifier à cette longue liste et à ce large éventail de contes tous les récits qui aussi spontanément mobilisent la logique et la mémorisation, enfin les contes de randonnée, et aussi les récits qui utilisent les doigts, tout ce qui est jeu de doigts. Je crois que c'est dans la dernière discussion, Nathalie, tu me partageais comment ça avait été mis en évidence que les enfants, est-ce que tu veux bien en parler, s'il te plaît? Bah, disons qu'il y a eu des recherches qui ont montré que au niveau des tout petits, enfin des élèves de maternelle, même avant la grande section, le fait d'être capable de pointer sur son doigt et de compter et d'associer de manière coordonnée la parole et le pointage, c'était quelque chose qui était très prédicteur. Un enfant qui a du mal à faire ça, c'est prédicteur de difficultés dans l'entrée des mathématiques plus tard. Donc on peut imaginer que plus on fait faire de comptines, de jeux de doigts aux tout petits, ben, ça les prépare d'une manière très ludique à des activités qui seront plus tard celles du comptage, par exemple. Oui, et ça les prépare d'autant plus intensément que au niveau de la zone cérébrale qui est mobilisée, c'est exactement la même. Donc, plus cette zone est sollicitée de manière ludique, plaisante dans la petite enfance, et plus en fait on active la neuroplasticité de cette zone en fait et on l'entraîne à créer des chemins neuronaux spécifiques. De toute Euh, façon, enfin, je pense que ouais. un des objectifs aussi du projet Mitémat, c'est vraiment de promouvoir les apprentissages mathématiques dans dans un environnement de plaisir. Parce qu'on sait que le plaisir, c'est un moteur puissant pour apprendre et un moteur accessible à tous. Et comme on a vraiment un désir de,
de permettre à tous de progresser en mathématiques et que ça soit pas une matière rébarbative ou qui paraisse réservée qu'à certains, bah, le moteur du plaisir, il est important, le moteur de la collaboration, d'être en groupe et de chercher ensemble, le fait de considérer que l'erreur n'est pas une faute, mais au contraire une opportunité pour progresser, toutes ces valeurs-là, elles sont aussi portées dans le projet. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que tu aurais envie de nous partager un des petits récits, des récits courts, des petits contes qui sont présents sur le site? Alors, je peux commencer peut-être par une devinette avant un récit, si ça vous dit. Que dit un zéro quand il rencontre un 8? Alors là, on a coupé le son de tout le monde, je ne sais pas Mais si vous pouvez répondre dans le chat. dans le chat. Que dit un zéro lorsqu'il rencontre un 8? Oui, oui, bravo, 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 bravo. Super, il y a plein de gens qui ont trouvé. Tu as mis ta ceinture? Et ça, c'est chouette parce que c'est sur un tout petit exemple comme ça, ben, ça illustre tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est drôle, on s'amuse, on rit, donc on est dans le plaisir. Et en même temps, ça invite à faire un décalage pour voir les choses sous un autre angle, qui n'est pas celui du nombre, mais qui est de l'image de sa représentation et pour comprendre. Donc voilà. C'est ces petits récits, ces devinettes, elles permettent ça. Alors après, on a effectivement des contes, vraiment. Donc par exemple, ce conte, d'il y a très longtemps, au temps où le roi des animaux n'était pas le lion, mais le léopard. Le léopard qui était un roi sage, intelligent, respecté de tous. Or, le roi léopard, depuis quelque temps, il se trouve vieux et il se dit qu'il va falloir qu'un autre animal lui succède. Seulement, lequel choisir? Quel animal pourrait faire un bon roi? Un roi rusé, malin, intelligent et sage. Alors, pour le savoir, le roi léopard envoie tous ses messagers inviter tous les animaux de la jungle à un grand festin. Tous les animaux répondent à son invitation, les voilà tous réunis. Le festin est magnifique, ils dansent pendant 3 jours, c'est la fête. Et le soir du troisième jour, le roi léopard leur demande de l'encercler, de former autour de lui un grand cercle. Et il leur dit, je suis vieux, il est temps pour moi de confier le royaume à l'un d'entre vous. Alors, pour choisir lequel ce sera, j'ai décidé d'une épreuve. Le roi léopard prend une lance et il l'envoie très haut en l'air. Et lorsqu'elle retombe par terre, qu'elle touche le sol, il annonce aux autres animaux que celui ou celle qui sera capable d'envoyer la lance assez haut pour avoir le temps de compter jusqu'à 10 et de la rattraper avant qu'elle ne touche le sol, eh bien celui-là deviendra le roi des animaux de la jungle. C'est l'éléphant qui passe en premier, trouvant l'épreuve très facile pour lui et sûr de la gagner. Il envoie la lance très haut et commence à compter. 1, 2, 3, paf! La lance touche le sol. Le bœuf de Brousse s'approche. Lui aussi pense avoir toutes ses chances. Il prend la lance, l'envoie en l'air et compte. 1, 2, 3, 4, paf! La lance touche le sol. Puis, d'une cabriole d'un bond, le petit singe arrive, il se saisit de la lance et hop, il l'envoie en l'air et il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paf! La lance touche le sol. Alors le lion s'avance, majestueux, la crinière au vent. Il se saisit de la lance, l'entoure autour de sa queue et la projette dans les airs. Et il compte. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, paf, la lance touche le sol. C'est alors qu'une toute jeune antilope s'avance elle aussi vers la lance. Tous les autres animaux se moquent. Elle n'a aucune chance, mais elle prend la lance et l'envoie dans les airs et se met à compter. 2, 4, 6, 8, 10 et hop, attrape la lance. Elle regarde le roi léopard et lui dit: J'ai compté jusqu'à 10. Il éclate de rire. C'est vrai, je n'avais pas dit comment compter. C'est ainsi que la jeune antilope est devenue reine de la jungle. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces deux histoires, enfin ces deux introductions au répertoire. Euh, Écoute, je veux bien que tu termines par cette devinette du chasseur, parce Alors, qu'elle est le chasseur, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. C'est un arbre, une branche, et sur la branche, 6 oiseaux. Un chasseur arrive, pointe son fusil, pan! Il tue un oiseau qui tombe. Combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche? Donc là, je pense qu'on va avoir dans le chat dans le chat. une Et nuée voilà, de... Voilà. voilà. Alors, pour vous, ça paraît une évidence. Ça ne l'est pas forcément pour tous les enfants. Mais du coup, cette petite énigme, cette petite histoire, cette petite devinette, elle est intéressante parce qu'elle peut balayer tous les âges de des enfants qu'on cible, en fait. Ils vont avoir un cheminement différent pour arriver à la solution. Mais encore une fois, elle invite à la représentation mentale de la situation, à la prise en compte que l'action a un effet et change l'état initial de la situation, ce qui en mathématiques est intéressant. Voilà, tout en d'une manière ludique. Elle permet aussi dans les fiches mathématiques en lien qu'on propose en lien avec cette petite énigme, ben, il est proposé du travail de groupe, par exemple, pour essayer d'élaborer une solution, de l'argumenter. On propose aussi éventuellement à l'enseignant de ne pas dire combien il tue d'oiseaux pour voir ce que ça change dans le raisonnement. Voilà, des entrées différentes. Merci beaucoup, Nathalie. Et cette dernière petite histoire introduit aussi le dernier aspect du questionnement que je voulais que tu, enfin, ces questions que je voulais qu'on partage avec notre auditoire ce soir. C'est en fait les observations que tu as pu faire en classe à partir de ce type de travail. Est-ce que tu peux nous en partager au moins quelques-unes, peut-être pas toutes naturellement, mais nous partager Alors, quelques-unes de tes observations? alors moi, ce sont des observations. Je vous partagerai quelques observations plutôt faites dans les grandes classes c'était des classes de CM2, de CE2, enfin plutôt du cycle 3 ou fin de cycle 2 où les enfants, en fait, bah, d'abord, il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à s'engager dans l'activité les enfants percevaient très vite, c'était des contes facétieux, en fait, hein, qu'on leur a racontés. Ils percevaient très vite qu'il y avait une ruse là-dedans et ils étaient très motivés pour euh, trouver la ruse. Donc très vite, ils se sont mis à discuter, à collaborer entre eux, à s'envoyer des arguments pour essayer de comprendre euh, la chute de l'histoire. Ils ont, c'était des classes qui faisaient déjà des serre-compteurs, donc ça a été intéressant de voir aussi que les histoires qu'on leur racontait, ils faisaient le lien avec d'autres contes qui leur avaient été racontés. Euh, Ils ont identifié eux-mêmes que les contes facétieux qu'on leur racontait, c'était pas, il n'y avait pas de notion à proprement parler mathématiques. Ils n'ont pas vu de maths dedans. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça les aidait, que c'était des histoires qui pouvaient les aider à réfléchir et leur apprendre à réfléchir. Donc,
c'était intéressant parce qu'ils ont vraiment identifié l'idée de la logique, en fait. Euh, et puis, je suis en train de regarder mes notes pour... Oui, tu as parlé Alors, par du exemple, débat entre eux. si j'ai juste 2 minutes sur un conte qu'on a mis dans notre bibliothèque de contes qui s'appelle La Ruse de Didon, que sans doute beaucoup connaissent, euh, qui raconte l'histoire de cette reine phénicienne dont le mari avait été assassiné, qui donc a dû s'enfuir pour trouver une autre terre. Et quand elle est arrivée en Namibie, le roi de l'endroit ne voulait pas l'accueillir, ne voulait pas lui donner de terre, et elle est arrivée à obtenir une terre par ruse en lui disant que contre 2 sacs d'or qu'elle lui donnerait, elle demandait juste une terre capable de tenir sur la peau d'un taureau. Donc le roi a accordé et en fait cette reine, une fois la peau du taureau étalée, s'est mise à la couper en partant du centre et en tournant, de manière à faire une fine lanière, tellement fine et tellement longue qu'elle faisait à la fin 4 000 mètres. Et donc ça lui a permis de la disposer et de pouvoir se faire une terre dans laquelle elle a créé la ville de Carthage. Et donc ce conte-là, euh, les là, c'est pas les enfants qui me l'ont dit, c'est l'enseignante. Elle disait, moi j'aime bien ce conte parce que ça me permet aussi, en plus des mathématiques, d'aborder les notions de périmètre, d'air, de la pensée créative, d'avoir de la ressource, de persévérer, mais aussi ça permet de montrer que les maths, ça peut servir à résoudre des problèmes dans la vraie vie. Et ça lui semblait vraiment intéressant pour motiver ses élèves. Merci beaucoup, Nathalie. Avant qu'on passe aux questions, si vous en avez, je voudrais juste mentionner l'ensemble des partenaires impliqués dans ce projet. Donc, La Grande Oreille, qui est portée par l'association D'une Parole à l'Autre, la revue que vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner et à la soutenir parce qu'elle existe grâce à ça et uniquement quasiment grâce à ça. Et il y a l'IREM de Lyon, ces mathématiciens de l'université Claude Bernard, le COA que Nathalie Tibur a présenté. Il y a l'école CRA Francisco Ibanez de Guadalajara en Espagne, juste à côté de Madrid, et l'école Lyuben Karavelov à Vidin, dans le nord de Bulgarie. Donc, ce sont une école primaire et un groupe scolaire primaire qui viennent enrichir et soutenir le projet en expérimentant directement dans les classes les contes, en amenant aussi en nourrissant, en enrichissant la librairie de contes, en proposant aussi des choses autour des vidéos qui sont disponibles sur le site et et on peut dire aussi sur les représentations mentales, tout le travail qui a été fait autour des images mentales a été repris dans les classes. Alors, pas toutes les classes, mais un certain nombre de classes qui sont impliquées dans le projet. Et ça a permis, avec les feedbacks, ça a permis vraiment d'affiner les propositions des fiches pédagogiques. Voilà. Ce qu'on peut Est-ce que... peut-être dire aussi, Nathalie, c'est que ce Oui. site-là sur lequel on vous invite à découvrir avec tout ce contenu-là, il est toujours en construction, le projet n'est pas terminé et qu'on est vraiment friand et ouvert à toutes les contributions, les remarques, parce que c'est ce qui va nous permettre de l'améliorer en fait, et d'être le plus en adéquation avec le public qu'on cherche à viser. Oui, le site internet est mythe au pluriel sans e-mat au pluriel .eu. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à circuler sur le site. Bientôt, à la fin du mois, des vidéos commenceront à apparaître. Et n'hésitez pas à faire des retours à travers la même adresse que celle sur laquelle vous vous êtes inscrit et inscrite pour le cycle. Alors, pour les questions, je vous propose de les formuler à travers peut-être le chat pour celles et ceux qui en ont.
Oui, en effet, Yves, il n'y a pas d'adresse de contact pour l'instant. C'est une très bonne remarque pour Mythe et Math. Pourquoi? Qu'est-ce qui a piqué votre curiosité pour être parmi nous ce soir autour de ce projet? Donc, j'adore les maths et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'apparente à l'imaginaire, je dirais du conte, mais pas parce que c'est le conte, mais il y a des images avec les maths et ce sont des constructions mentales autant que les images du conte. Donc ça, c'est la similarité que je fais. Et sinon, si je laisse de côté le compte, les mathématiques, pour moi, c'est comme, je sais pas, peindre, faire de la dentelle. Enfin, c'est super créatif et c'est très artistique. Et donc, il y a quelque chose qui est passionnant, qui est de l'ordre de la recherche, du mystère, de la création et de la création personnelle aussi, c'est-à-dire comment chaque personne arrive au résultat ou en tout cas à trouver quelque chose, une formule, de manière différente, parce qu'il n'y a pas une seule voie pour les maths. Même une simple addition 2 plus 2, en fait, ça peut être 3 plus 1, 2 plus 4 moins 2. Je veux dire, on arrive à 4 à travers une multiplicité de formes qui sont aussi valables les unes que les autres, et ils sont beaux, elles sont belles dans leur diversité. C'est ça que je trouve absolument passionnant et ce n'est pas que juste faire 2 plus 2. C'est beaucoup plus que ça va au-delà. Voilà, je pourrais parler encore parce que c'est un sujet que j'adore, mais je laisse la place. Ce que je trouve aussi vraiment intéressant dans ce projet, et moi qui m'a touchée, c'est que euh, c'est qu'on aborde rarement, enfin souvent, les mathématiques sont abordées, on a l'impression que c'est un apprentissage très intellectuel en fait. Et du coup, là, ce qu'on propose, c'est, à l'instar du conte, en fait, c'est de rentrer dans les mathématiques par les sens. Donc, par l'imagination, les représentations mentales, les sons, les odeurs, les touchés, etc., pour intérioriser des choses et à partir de ces sens, de ces sensations, de ces perceptions qu'on a eues de représentation, mais pas juste intellectuelles, vraiment sensibles, d'aller pas à pas vers l'abstraction. Et avec le pari de se dire que ça, euh, c'est un chemin qui est ouvert à tous et que du coup, ça peut vraiment être une démarche, bah, pour le coup, inclusive. Alors, je vais prendre la parole quelques instants. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est la dimension, le travail des représentations mentales. Parce que il m'a semblé observer que dans la plupart des apprentissages, on ne sollicite pas suffisamment les enfants directement dans leurs ressentis, dans leurs expériences. Et le fait de partir du conte et des représentations mentales que les enfants se font du récit leur permettent euh, vraiment de partir d'eux, donc de réinvestir leur expérience du réel dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Il m'a semblé observer que c'était un un bon tremplin, en fait, pour élaborer, c'est rassurant et en même temps, ça ouvre plein de possibilités. Et du point de vue cognitif, ça devient accessible. Alors que si il n'y a pas de conscience de soi, de conscience du corps, que ce soit de l'auditeur ou du locuteur, ben en fait, tout est flou et rien ne peut, la pensée ne peut pas s'ancrer quelque part. Voilà. Merci beaucoup. La question, c'est aussi pourquoi on est intéressé par mythes et maths. C'est aussi parce que les problèmes mathématiques se racontent. La division avec les gâteaux, les piquets et les espaces. Et c'est une façon de... Enfin, moi, dans le passé, j'ai fait beaucoup d'études de maths. Et c'est une façon de mémoriser qui est extrêmement intéressante. Qu'on ne comprend pas, mais qu'on mémorise des images, ça permet de comprendre plus tard. Et inversement, plus tard, ça permet aussi de raconter les solutions de problèmes difficiles.
Et donc, en études très supérieures, quand on compte la résolution d'un problème, ce que faisaient des mathématiciens célèbres ou des chercheurs célèbres, eh ben, on explique beaucoup mieux et on aborde des sujets. En fait, les maths, vous l'avez dit au début, c'est des histoires qu'il faut résoudre. Il y a des pas de côté. Les problèmes, c'est des pas de côté souvent qu'il faut regarder, etc. Et en fait, ça s'enseigne comme ça en études supérieures des fois. Et ça s'enseigne pas comme ça en école primaire. Et c'est dommage. Et je trouve que là, il y a un champ qui est extrêmement intéressant. C'est raconter les histoires à travers les problèmes. Les problèmes sont des histoires. Même une équation toute simple. La cible, entre guillemets, le public, l'audience à qui ce projet est destiné, c'est d'abord des enfants de grande section jusqu'au collège, et ça aussi, ce sont les mathématiciens qui en ont témoigné à différents moments par la nature, en fait, des questions mathématiques, des petites lorgnettes de problèmes soulevés, c'est que ça déborde très largement. On peut sans problème aller au moins jusqu'en cinquième, quatrième, troisième, et voir, il y a des sujets, mais Christian Mercat en parlera certainement la prochaine fois au mois de novembre, qui vont jusqu'à l'université. Donc, merci Yves d'avoir évoqué cet aspect. Par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, Christian nous parle, Christian Mercat, donc le mathématicien, enfin, en tous les cas, ce que j'en ai retenu dans nos échanges, c'est justement le fait que le conte aborde euh, des, euh, euh, des, des attitudes et des manières de faire qui sont très utiles en mathématiques, mais d'une manière très symbolique en fait. Et du coup, ça touche ailleurs. Je prends un exemple, par exemple, il nous donnait l'exemple des petits cailloux blancs qu'on sème, que le petit poussé sème pour trouver son chemin et retrouver dans l'autre sens par où il est passé. Symboliquement, ça, c'est quelque chose qui est très précieux en mathématiques. On a besoin de semer des cailloux blancs, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre des notes des étapes qu'on a fait pour que si on se perd à un moment, on puisse revenir en arrière, retrouver le cheminement logique qu'on a eu et pouvoir partir sur une autre hypothèse. Donc, c'est assez vertigineux les ponts qu'il y a entre les deux. Euh, Peut-être pour ne pas rester encore trop longtemps, enfin, bon, il nous reste encore un petit peu de temps, mais j'aimerais partager les remarques des uns et des autres. Donc, Christelle Le Paul, j'ai découvert les contes à l'école au colloque de la FNAM à Dole. C'est tellement intéressant et riche pour la classe que j'ai envie d'en savoir plus. Virginie, Nathalie Tibur est venue en Touraine pour nous faire une animation autour du cercle des enfants conteurs, intéressés de découvrir les liens entre les contes et les maths. Gaëlle, pour avoir commencé les cercles conteurs et vu l'intérêt des enfants sur ce dispositif. Delphine Durand, aider les collègues à engager leurs élèves en mathématiques d'une autre façon, leur donner envie. Hélène Lou, à l'Agro de Paris, les profs donnaient des indications par jeu de mots. Par exemple, ce n'est pas un canular. Ce qu'il faut comprendre, que le problème se résolvait en utilisant un cas particulier, k égale 0. On a Géraldine. Pour ma part, j'aime les maths, j'aime les comptes et j'aime travailler en projet, tout y est. Et nous commençons le cercle des enfants compteurs en novembre. C'est passionnant. VP, après une formation sur les cercles compteurs et sa mise en pratique dans les classes, j'étais curieuse de savoir comment mettre les maths en et avec cette philosophie. Christian Guichard, à la suite d'un stage avec Nathalie Tibur, Nathalie Bajol, parce que je suis engagée à compter en classe. Depuis que j'ai entendu la conférence de Nathalie Tibur au colloque de la FNAM, le compte appelle plus que jamais à faire des images mentales nécessaires au raisonnement, entre autres. Isabelle Desfontaines, suite au résultat du score PISA, France en maths, j'ai été sollicitée par une école primaire souhaitant proposer des comptes pour introduire des notions de mathématiques. Catherine Leruste, j'enseigne les maths aux futurs instituts maternels en Belgique. Je parle du compte mathématique dans l'approche des maths auprès des enfants et ce projet peut nourrir ce que j'enseigne. Merci. Caroline,
Nasreddin Hodja est chargé de conduire 10 ânes au village voisin pour les remettre à un marchand. Chevauchant l'âne de tête, il passe son temps à se retourner pour les compter. Quand il descend de son âne, il en compte 10, mais s'il reste sur son âne, il en compte 9. Très intrigué lorsqu'il rejoint le marchand, il lui explique ce problème. Et le marchand, en le regardant dans les yeux, lui déclare « Moi, j'en compte 11 ». Peut-être vous connaissez déjà ce récit. Hélène, nous pratiquons les cercles d'enfants conteurs à l'école, les élèves adorent. Alors pourquoi pas créer du lien avec les maths? Ça m'a semblé très intéressant. Céline Croise, après avoir profité de l'intervention de Nathalie lors du colloque FNAM à Dole pour profiter d'une formation sur les cercles d'enfants conteurs l'année dernière, cette proposition en lien avec les maths a piqué bien plus encore ma curiosité. Peut-être de quoi me lancer et mettre en place les cercles des enfants conteurs dans les écoles. Merci à vous. Cécile de Lagilardet. Je suis conteuse, j'aime beaucoup les maths. Je travaille depuis 2017 avec la compagnie Terraquet, qui est très engagée dans la transmission des mathématiques à travers le théâtre. J'ai beaucoup aimé parcourir les contes proposés sur le site, très envie d'enrichir mon répertoire dans les cercles conteurs que je propose. Virginie, ce que vous dites fait écho à une expérience qui a été faite dans les années 1930 à Manchester par Benezet. Merci. Marie-Odile Kaleka, Katia Sévère, pourriez-vous… Ah non, ça, non. Témoignage. Ma fille avait en CP une phobie des tables de multiplication, mais elle adorait les histoires. Une autre maman m'a parlé de Multimalin qui raconte de petites histoires visuelles autour de chaque table. Cela a entièrement débloqué sa phobie et encore aujourd'hui, elle se raconte l'histoire pour trouver le résultat des tables de multiplication. Manu, je me dis que pour les enfants, l'enseignement, ça a sauté, l'enseignement des maths se fait en douceur, sans contrainte, mais plutôt en s'amusant. Moi, je ne suis pas du tout matheuse, cela me permettra d'avoir un peu plus de logique. Manuel Méry, elle s'en va, donc les gens commencent à partir. Et une dernière contribution de Adrien Loturo. J'anime les cercles conteurs en Belgique. Je fais partie des collectifs Cercle Conteurs Grand Nord qui m'a parlé de mythes et maths. J'intégrerai sûrement certaines de ces histoires et devinettes dans les cercles. Merci. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si personne n'a d'autres questions. Je pense qu'on peut considérer, comme c'est un cycle, que cette introduction de ce soir est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à nous envoyer si des questions vous viennent après ou des retours vous viennent après. N'hésitez pas à nous les partager. Vous avez l'adresse à info@lagrandeoreille.com. Merci pour vos saluts. Sans vous, tout cela, rien de tout cela ne serait possible. Donc, je vous invite à nous retrouver le 27 novembre en la présence de Nicolas Nedelec, qui est quand même un peu le Merlin de cette aventure. Hein. Il est un peu l'instigateur de ce chemin. Et Christian Merca, notre fabricant de mystères mathématiques préféré. Ensuite, on arrive en 2026. Et là, on aura rendez-vous le 12 février. Encore un petit focus sur les mathématiques avec Nicolas Nedelec et Laurent Chenoux. Compter pour mieux compter. Le 24 mars, ce sera encore avec une mathématicienne, Marie L'Huissier. Imaginer les mathématiques, jouer, apprendre. Donc là, j'aurai le plaisir de l'accueillir et de vous la présenter. Et on terminera cette série, ce cycle, par une rencontre entre le mathématicien Christian Merca et Alain Carpati, autre conteur du COA. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Comme vous le savez, le webinaire sera disponible sur la page Facebook.